vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, c'est les vraies voix de Sud Radio. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment ça va bien aujourd'hui? Quand je suis avec vous, ça va extrêmement bien. Mais alors, vous avez entendu Rémi André, il va faire de plus en plus chaud, 37 degrés prévu demain. Ça vous dit quelque chose, 37 degrés? Ah oui, 37 degrés, ça dit 37 degrés, par exemple. Ça veut dire qu'il fait très chaud, quoi. Ah bah c'est sûr. Ça, c'est une évidence. En été, c'est fabuleux. Non, l'été, c'est le 21 juin, cher ami. Nous sommes le 18. Non, parce que je vois la tentative de dire finalement que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. C'est complètement anormal, ce qui se passe, Philippe. On a déjà eu du 35 degrés mi-juin. 37 degrés, non. Vous avez quand même remarqué que Philippe David fait quand même des annonces incroyables. 37 degrés, ça veut dire qu'il fait chaud. Oui. C'est l'intelligence. Mais il est très doué. Il y a une vraie intelligence. Il fait des annonces comme ça passe inaperçu, mais c'est dingue. Non, franchement, c'est. Un jour, mon génie sera reconnu à sa valeur. Ouais, c'est ça. Il y aura même une statue. Ah oui, comme toutes les statues, d'ailleurs, les pigeons font caca dessus. Il y a des gens qui rêvent de finir en statue, on leur dit. Et ce qui est bien juste... avec Philippe, c'est qu'il y a de la surface. Au moins, qu'est-ce que vous êtes méchant. Mais jamais je pensais ça. C'est dingue. Oui, mais vous commencez, Françoise, et après vous reprochez aux autres de terminer. C'est vrai. Jamais, enfin. C'est bien, ça aurait pu être de ma faute, c'est de votre faute, Françoise. C'est ça. Je confirme. C'est ça, j'adore, en fait. C'est ça que ça commence, le jeu commence, là, déjà. C'est qui n'a dit Il y en a un qui dit pas un mot depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a. C'est parce qu'il a les réponses déjà. Il fait la gueule. J'essaie de m'en souvenir dans quel ordre. Allez, soyons les bienvenus. Soyez-vous les bienvenus au 0826 300 300 avec Aude qui est au standard aujourd'hui, avec le grand débat du jour à 17h30. Donald Trump qui exige une capitulation, je vais y arriver. Capitulation, sans condition au régime iranien. Le président des États-Unis dit vouloir épargner la vie de Ali Khamenei pour le moment en tout cas. En réponse, l'ayatollah a répondu que l'Iran ne se rendra jamais. Alors parlons vrai. Est-ce que ces propos sont pour vous une ou des menaces de guerre? Et à la question capitulation sans condition du régime iranien, les menaces de Trump sont-elles crédibles? Eh bien, vous dites non à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est Stéphane Simon que nous recevrons, co-auteur de 7 octobre, La Riposte, le livre enquête sur la guerre secrète entre Israël et Iran. Il annonçait déjà en avril que l'arsenal nucléaire iranien serait la dernière phase de la riposte israélienne au 7 octobre. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Après l'échec du conclave retraite, les partenaires sociaux sont au rendez-vous lundi pour une ultime négociation de la dernière chance. La France insoumise entend déposer une motion de censure la semaine prochaine contre le gouvernement. Alors parlons vrai. Est-ce que cette motion de censure a une chance de passer pour vous? Et à la question, le RN pourrait-il voter la motion de censure de LFI? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels sans aucune censure au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Cécile, mon cher Philippe. En face de vous, Françoise Degault, éditorialiste. Bonsoir Françoise. Ciao à tutti. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et il va laisser son portable de côté. C'est vrai. On n'a plus droit au portable, on n'a plus droit à rien. Mais vous avez vu, je suis venu avec un fan club aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les entendre? Ça va les enfants? Génial. Ils sont venus avec vous? Avec moi. Ah oui, d'accord. Ce sont des enfants illégitimes ou Non, c'est en fait. Ah là, ça ferait beaucoup. Excusez-moi, il y en a 7. Ils travaillent sur un concept, c'est comment gagner à tous les coups le c'est qui l'a dit. Donc ils sont venus voir. Non, c'est le qui c'est qui, pas le c'est qui. Oui, mais c'est pareil. C'est moi qui gagne. Vous savez que dans 10 ans, on n'arrivera toujours pas à prononcer ce truc, clairement. Vous êtes au courant quand même. C'est le principe, Oui. En tout cas, bienvenue à cette belle jeunesse avec ce numéro au 0826 300 300. C'est Thomas qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Marc. Bonsoir Thomas. Bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités et à ma préférée d'entre tous, Françoise. Et voilà, vous n'êtes pas trop lessivé. C'est le troisième. Et voilà. Et oui, ça fait mal à entendre ça. Mais c'était un homme sympathique a priori. Non, mais c'est ça, c'est pour montrer, vous savez, la diversité. Vous êtes au courant, voilà. Vous faites un peu un retour au réel. Mais voyez, tout de même, le monde et la France n'est pas simplement à droite et à droite. Il y a deux cas. Où cette personne s'est trompée de prénom. Il voulait dire Cécile. Pardon. Ou il faut vraiment qu'on vous parle. Moi, je me dis que Thomas de Saint-Marc ménage Françoise. Oui, j'allais dire, vous n'êtes pas trop lessivé. Vous n'êtes pas trop lessivé, Thomas.
C'est pas mal, non? Vous n'êtes pas trop lessivé, c'est mieux que ménage. Elle est mieux que ménage. Allez, on va y aller, Thomas. On va vous garder quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mon pauvre vieux. Allez, votre coup de gueule, c'est marre de ces Français de 25 ans qui ne pensent qu'à l'âge de départ à la retraite. C'est ce que vous voulez dire? C'est une catastrophe dans ce pays. On est en pleine réforme potentielle sur les retraites et on a toutes les télévisions qui nous passent des reportages de jeunes de 20, 25, 30 ans qui ne pensent qu'à une chose, l'âge auquel ils vont se barrer à la retraite. C'est un scandale. Quand est-ce qu'on va penser à bosser un petit peu là? Bravo. C'est voilà. Philippe, je suis entièrement d'accord. Moi, à 25 ans, je pensais pas à la retraite. À peine Thomas a-t-il loué Françoise de Goix qu'il a un propos parfaitement juste et qui rejoint les réactionnaires. C'est pour ça que ça correspond pas. C'est il a totalement raison. Il est anormal à 20 ou 25 ans. Non, si on peut aller chercher le défibrillateur pour Françoise. Moi, j'ai pas de défibrillateur, mais écoutez, bon, Thomas, j'entends ce que vous dites, alors je vais pas tout de suite vous voler dans les plumes parce que ce serait vraiment pas stratégique. Mais la réalité, c'est pas parce que vous avez 3 chaînes, 3 types ou 3 jeunes qui témoignent dans une télévision que la jeunesse est comme ça. Non, mais vous savez très bien. Moi, vous donnez du grain à moudre à Philippe Bilger qui toute la journée avec ses copains nous explique que la jeunesse faut rien, que les éoliennes c'est pas bien et que vive la révolution conservatrice. Déjà, il a des copains, c'est pas mal. Je veux bien, c'est pas mal. Il en a beaucoup, je trouve. Beaucoup trop, d'ailleurs. Vous en avez un avant de répondre à notre auditeur. Mais non, mais je veux dire par là que, ok, je pense qu'il pense à la retraite, je pense qu'il y a des angoisses existentielles très puissantes dans cette génération, et je pense que cette génération, elle est pas plus tocarde que nous quand on avait 25 ans, et que ceux d'avant quand ils avaient 25 ans. Allez, ça n'est pas vrai. C'est Sébastien Ménard qui a eu 25 ans il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, il y a 25 ans, non? Non, c'est vraiment pas sympa, ça. C'est pour ça qu'il s'habille comme un jeune. Ah oui, c'est ça, je suis d'accord. La post-ado. La réalité, c'est qu'on a plein de jeunes qui aujourd'hui entreprennent, qui veulent... mais quand même, voilà. Mais oui, non, mais il y a plein de jeunes bien qui dit du bien des jeunes. Mais ils veulent entreprendre à leurs conditions. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont nécessairement... Bien sûr que c'est bien. Est-ce qu'ils ont envie de travailler comme leurs parents et leurs grands-parents? Ils veulent pas. Dur. Pour d'autres, jusqu'à 65 ans, en mode métro, boulot, dodo, 40 heures par semaine, parce qu'en France, on fait plus 40 heures que 30 heures. La réponse est non. Il faut juste s'adapter à ça. Attendez 2 secondes. On a des jeunes là. Vous pensez à la retraite ou pas? Qui pense à la retraite? Qui a dit oui? Non, mais vous y pensez pour la préparer ou parce que pas par fainéantise, on est d'accord? Non. Ah ben, comment? Allez, la question. Françoise, on n'entend pas à l'antenne, donc ça ne sert pas. Il faudra qu'on en parle. Et allez, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur, monsieur le procureur. On va parler du Conseil constitutionnel qui ne veut pas réarmer l'État. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et je vous incite bien entendu à commenter sur nos réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est assez joyeux aujourd'hui, les vraies voix, et tant mieux avec Philippe Bilger qui fait plein de blagues, des calembours. Il va être très pétillant, mais j'espère que Maxime sera bien inspiré lorsqu'il fera la VAR pour le jeu. Oui, pour que... Avec son frère, j'ai de l'espoir. Ouais. Si ça commence déjà, imaginez quand même le truc, il est 17h15. Et il le se truc plaint est déjà de l'arbitrage. Le truc est dans une demi-heure. Et puis en réalité, je laisse faire. Ouais, après. bien sûr, parce que vous êtes magnanime et grand et magnanime. C'est ce qui vous caractérise. Oui, vous êtes en surplomb. Oui, vous êtes en plomb surtout. Mais bon, vous êtes ma chère plombé. Françoise. Si vous êtes en surplomb, ne sautez pas surtout. C'était là avec nous. Tu vois, quand je vois Sébastien Ménard stoïque. De Goix est avec nous. Sébastien prépare. Allez, et Sébastien Ménard qui se prépare effectivement, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Dans un instant, Félix Mathieu, un peu de sérieux, qui est avec nous parce qu'au moins lui, il est sérieux. De quoi parle-t-on, Félix, dans un instant? Du guide suprême iranien qui menace les États-Unis de dommages irréparables en cas d'intervention en Iran, de ce tour supplémentaire aussi du conclave retraite lundi. Finalement, les partenaires sociaux sont invités à se revoir après l'échec de la dernière journée, qu'en était finalement pas une. Et puis les hommages à une légende du foot, Bernard Lacombe, en 3 mots, menace, revoyure et légende. Et on en parle dans un instant tout de suite. La voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre le Conseil constitutionnel que vous allez requérir, monsieur le procureur. Pour tout vous dire, et par honnêteté, bien sûr, j'ai été très inspiré par un article excellent de Jean-Éric Schuttel qui a fait une analyse très détaillée de la dernière décision du Conseil constitutionnel qui comportait la bagatelle de 600 paragraphes et qui a été globalement validée malgré 6 annulations et quelques
réserve d'interprétation. Mais ce qui pose des problèmes, c'est le fait que le Conseil constitutionnel, par exemple, met en avant un certain nombre de précautions qui sont totalement inutiles compte tenu du développement des sciences et de l'utilité et de l'efficacité des recherches aujourd'hui. Par exemple, sur le plan de la vie privée, sur le plan de l'algorithmie, sur le plan de la proportionnalité, il tombe dans certains panneaux que le judiciaire connaît bien et dont on aurait pu espérer que l'administratif se débarrassât. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, j'invite à lire cette décision du Conseil constitutionnel qui avait été saisie par la gauche, qui avait proposer une argumentation de 80 pages, rien que ça. Donc forcément, la décision du Conseil est très longue. Mais voilà, on peut considérer que cette décision, bonne dans l'ensemble, ne réarme pas l'État autant qu'il l'aurait fallu. Françoise Degois. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, ça me gêne absolument pas qu'il y ait des décisions qui soient extrêmement argumentées. Pas plus que ça ne me gêne qu'il y ait des requêtes devant le Conseil constitutionnel qui soient très argumentées. C'est ce qui nous différencie, si vous voulez, d'un régime illibéral ou même d'un régime dictatorial. J'entends bien la remise permanente en cause du Conseil constitutionnel. On a en écho l'état de droit de Trump, etc. La réalité, c'est que tout ça, et le Conseil constitutionnel, moi je considère que c'est vraiment la loi suprême et que, quel que soit parfois, comment dirais-je, ces dysfonctionnements, eh bien dans l'ensemble, ça me va très bien dans une démocratie que nous ayons une argumentation, une contre-argumentation. Je m'en fiche qu'on me dit ça prend du temps, etc. Ah, c'est sûr qu'en Chine, ça prend pas de temps. En Chine, tout est propre. En Chine, tout va très vite tout est très... Non, mais le rapport, je le fais parce que c'est la différence entre les démocraties et les régimes illibéraux. Dans les démocraties, il y a des lois suprêmes et ces lois suprêmes sont argumentées et contre-argumentées. Sébastien Ménard. Je suis même étonné que vous... L'épreuve de philo, c'était lundi. Non, c'est pas la philo. Mais si, parce que vous avez Françoise Degois, vous avez raison sur le fond, mais sur la forme, ce que caresse intellectuellement Philippe Bilger, c'est qu'on a le sentiment, Moi, j'aime bien caresser aussi. Ça. Oui, intellectuellement. On va s'arrêter là. Du Cap on va s'arrêter là. Plus sérieusement, le Conseil constitutionnel, on a parfois le sentiment, même si personne ne remet en cause son rôle et même ses décisions. Beaucoup de gens remettent en cause. Mais on a parfois quand même le sentiment qu'ils sont quand même un petit peu très loin de ce qu'est devenue la société française et la réalité de la société française. Et c'est ça, moi je suis complètement comme vous, évidemment, dans 90% des cas, ça me va bien, mais il y a quand même un certain nombre de sujets, on peut se le dire, sur le régalien, sur l'immigration, sur la justice, évidemment qu'il y a quand même, excusez-moi du peu, un léger décalage entre ce dont la France a besoin et les recommandations, les décisions prises par le Conseil constitutionnel. Vous avez parfaitement caressé mon argumentation. Oui, parce que derrière l'argumentation de la décision, il y a évidemment la question de il faut aller plus vite. Sur les questions... On n'a pas le temps. D'accord. C'est dommage. Oui, je sais. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Ménard. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 mots dans l'actu qui sont menaces, revoyures et légendes. L'Iran ne se rendra jamais, affirme l'ayatollah Khamenei. Le guide suprême iranien menace les États-Unis de dommages irréparables en cas d'intervention dans la guerre entre Israël et son pays. Finalement, c'était pas la dernière hier. Les partenaires sociaux du conclave retraite doivent se revoir lundi pour une toute dernière tentative d'accord, même s'ils ne sont pas sûrs de venir. Et puis Michel Platini rend hommage à une légende du football, un compagnon de route après la disparition de Bernard Lacombe, ancien serial buteur des Bleus de Lyon, de Saint-Etienne ou de Bordeaux. Les vraies voix Sud Radio. Un énorme panache de fumée flottait de nouveau en dessus de Téhéran cet après-midi. Israël et l'Iran ont continué de s'échanger des missiles. Quant à une éventuelle intervention des États-Unis sur la République islamique, eh bien Donald Trump laisse planer le doute. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Ma patience est à bout, dit aussi le président des États-Unis, qui reproche à Téhéran de ne pas avoir négocié sur ce dossier du nucléaire. Hier, il laissait entendre qu'il serait en mesure, s'il le souhaitait, de faire exécuter le guide suprême iranien. On sait où il se trouve, affirme Washington. L'ayatollah Khamenei, justement, qui vient de prendre la parole, lui aussi très menacé en réponse.
La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Dire au peuple iranien de se rendre n'est pas une déclaration raisonnable. Ceux qui comprennent la sagesse de la nation iranienne ainsi que l'histoire et la culture de l'Iran ne prononceraient jamais de tels mots. Se rendre à quoi ? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. Ali Khamenei, guide suprême iranien, avec la traduction de Théo Rampillac pour Sud Radio. On en reparle dans quelques minutes sur Sud Radio. Ça sera le grand débat des vraies voix. Du côté de Gaza, la défense civile accuse de nouveau l'armée israélienne d'avoir tiré sur une foule en train d'attendre de l'aide humanitaire, de la nourriture la nuit dernière. Des tirs qui auraient tué 11 personnes et fait une centaine de blessés devant un centre de distribution d'aide au centre de Gaza. Et puis le deuxième mot, revoyure. Finalement, le conclave retraite n'est pas terminé. Eh bien non, la session d'hier était censée être la dernière, car ça patine entre syndicats et patronat. Pas d'accord sur l'âge, sur la pénibilité, sur les financements. Finalement, clause de revoyure à lundi pour tenter de faire sortir la fumée blanche. Une toute dernière chance. Pas sûr que tout le monde pour autant soit au rendez-vous autour de la table. Certains envisagent la chaise vide. Pourtant, tout le monde, par exemple, est d'accord pour confier la gestion du régime général aux partenaires sociaux. C'est ce que nous disait ce matin le président de la CFTC dans le Grand Matin Sud Radio. Excellente idée, réagissait quelques instants plus tard l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Moi je pense en effet, et j'ai parlé avec le président de la CFTC et d'autres syndicats avec lesquels je continue d'avoir des contacts depuis que j'ai quitté Matignon, que notre pays se porterait mieux si on fait davantage confiance aux partenaires sociaux. Il ne faut pas revenir sur l'âge de la retraite, ce ne serait pas responsable. En revanche, il y a des tas de catégories de Français qui doivent partir plus tôt et dans de meilleures conditions, les carrières longues, les femmes qui ont des enfants, la pénibilité qui est extrêmement importante. Tout ça sont des sujets qu'il fallait, et le Premier ministre a bien fait de les remettre dans le dialogue social. Michel Barnier avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe Bilger. Il aurait pu être bien comme Premier ministre, ce Michel Barnier. Une coda mais des nobles. Oui, écoutez, de toute façon, tout le monde a bien compris. Vous avez l'Élysée qui manipule pour que ça échoue. Vous avez tout le monde qui attend l'Assemblée. Écoutez, on peut commencer à faire le décompte des jours de François Bayrou. Je pense que la semaine prochaine, la messe sera dite pour lui à l'Assemblée nationale. Un mot, Sébastien ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Voilà. Allez, troisième mot, légende. Michel Platini salue un compagnon de route après la disparition de Bernard Lacombe. Et même une légende du football français, ajoute Platini. Bernard Lacombe s'est éteint hier soir à l'âge de 72 ans. Champion d'Europe avec l'équipe de France en 84. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, 255 buts. Il est aussi l'auteur du but le plus rapide des Bleus en Coupe du Monde. C'était en 78 face à l'Italie, une trentaine de secondes seulement après le coup d'envoi. Et une tête et un but. Alors à peine le temps de souffler, voici le premier but pour l'équipe de France. C'est un but sensationnel, marqué par les Français. Guillou félicite, j'ai l'impression que c'est la tête de Lacombe, mais j'aurais besoin de confirmation. Eh bien on lui confirme, c'était Lacombe, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Saint-Etienne. Des Girondins de Bordeaux était hospitalisé depuis plusieurs mois. Il avait quitté ses fonctions de conseiller du président de Lyon en 2019. Jean-François Vullier a passé 12 années à l'OL, notamment comme directeur du centre de formation. Et c'est surtout là-bas qu'il a côtoyé Bernard Lacombe entre 2011 et 2023. Un homme, témoigne-t-il, qui savait repérer et conseiller les jeunes footballeurs. C'était quelqu'un qui avait un regard très très aiguisé sur les points forts d'un joueur, sur la qualité d'un joueur, notamment les attaquants, parce que c'était sa grande passion. Et il était capable de lui donner un ou deux conseils, mais qui étaient très très concrets et qui pouvaient l'aider à devenir un meilleur joueur. Et c'était quelqu'un de très bienveillant par rapport à ça. Et puis aussi, c'était quelqu'un qui était passionnant. C'était une mémoire incroyable du football français. On pouvait l'écouter des heures sur les anecdotes, sur son histoire dans le football depuis très jeune à l'Olympique Lyonnais, ses passages en équipe de France, et c'était incroyable. Jean-François Vullier, hommage à Bernard Lacombe, recueilli par Amélie Béguin pour Sud Radio. Philippe Bilger, très grand attaquant, Bernard Lacombe, et point de fixation aussi, comme disait Platini. Oui, il n'était pas ce que j'appellerais brillant. Il se tenait près du but, il marquait des buts, mais je n'étais pas emballé. Je parle du footballeur, c'est clair. L'homme, je comprends toute la douleur que sa perte inspire.
Oui, il avait cette phrase, il disait la fortune c'est le premier poteau, et en fait il était toujours au bon endroit. Voilà, il avait cet instinct. C'est ça. Oui. Non, mais il avait cet instinct du buteur absolument. C'est ça. Et c'est vrai que dans le trio magique, effectivement, c'est peut-être lui que on regardait le moins en réalité. Le trio d'attaque à l'époque c'était Rocheteau, Lacombe, Six. Voilà, et donc Didier Six, évidemment, je pense que c'était lié aussi à sa personnalité, mais qui était beaucoup plus complexe de ce que j'en ai entendu qu'elle avait l'air d'être en réalité. C'était quelqu'un de très humain et de très croyant. Ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup les amis, allez vous restez avec nous, on va revenir sur cette information. Donald Trump qui exige la capitulation totale de l'Iran. En réponse, l'ayatollah a répondu que l'Iran ne se rendra jamais. Alors parlons vrai, est-ce que ces propos sont une menace de guerre? Et à la question, capitulation sans condition du régime iranien, les menaces de Trump sont-elles crédibles? Eh bien pour le moment, dites non sur Twitter, vous dites oui à 51%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Stéphane Simon sera avec nous dans quelques instants, co-auteur du 7 octobre, La Riposte, un livre enquête sur la guerre secrète Israël-Iran. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table avec Philippe David, nous avons le plaisir, la joie et l'honneur d'avoir des jeunes autour de nous. Vous avez pensé que je parlais de vous là, autour de cette table? Non, là, j'y croyais pas. Je me disais c'est beaucoup trop. Absolument, je parlais de Stéphane Simon dans un instant. Voilà. Puisque Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard, entrepreneurs dans la food tech et patron de Presse Libre. On vous souhaite la bienvenue tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un avertissement en lettres capitales que Donald Trump vient de lancer au pouvoir iranien. Donald Trump a-t-il réellement l'intention d'entrer en guerre contre l'Iran? Capitulation sans condition. Il ajoute: nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. Nous n'allons pas l'éliminer. Du moins, pas pour l'instant. Notre patience est à bout. Merci de votre attention. Trump a toujours dénoncé les interventions américaines à l'étranger. Je veux mieux qu'un cessez-le-feu. Une fin. Je veux une fin réelle, pas un cessez-le-feu. Et Donald Trump, vous l'avez entendu, exige donc une capitulation sans condition du régime iranien. Le président des États-Unis dit vouloir épargner pourtant la vie de Ali Khamenei, pour le moment en tout cas. Il dit savoir exactement où il se trouve et il appelle soi-disant, en tout cas celui qu'il appelle soi-disant le guide suprême. Alors parlons vrai, imaginez-vous une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran. Et à cette question, capitulation sans condition du régime iranien, les menaces de Trump sont-elles crédibles? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Stéphane Simon est avec nous, co-auteur ce livre 7 octobre, La Riposte, un livre enquête sur la guerre secrète entre Israël et l'Iran. Il a annoncé déjà début avril que l'arsenal nucléaire iranien serait la dernière phase de la riposte israélienne au 7 octobre. Merci beaucoup Stéphane Simon d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors, est-il nécessaire de revenir sur le fait que le président Trump a complètement changé par rapport à ses promesses initiales, puisqu'il envisageait véritablement de rester dans le domaine clos de l'Amérique et de ne plus intervenir ailleurs. Deuxième observation, je suis frappé parce que ça ressemble à la psychologie de Trump par ce verbe à ciel ouvert, quoi. C'est assez hallucinant de voir à quel point il énonce ce qu'il fait, ce qu'il ne fera pas, comment il juge les autres, un langage très peu diplomatique et une manière ostentatoire de montrer les coutures d'une politique internationale qui en général doit demeurer secrète. Dernier élément, et en effet je finis, nous avons en Israël des panneaux qui disent « terminer la guerre » en souhaitant terminer l'action, enfin l'action iranienne en suggérant au président Trump de le faire. Eh bien, peut-être, enfin, s'est-il décidé à répondre à cette injonction. Françoise Degois. Oui, moi je suis surtout frappé qu'on mélange tout, c'est-à-dire que évidemment la réponse et le dernier acte au 7 octobre après l'éradication du Hamas, du Hezbollah, c'est le régime iranien, mais je suis frappé qu'on mélange Gaza et l'Iran, c'est-à-dire autant l'attitude de Netanyahou est inacceptable sur Gaza, autant il faudrait soutenir véritablement ce que Israël est en train de faire en Iran. Je suis sidéré de voir que la nuance ne se fait pas dans le débat public français, c'est même tout à fait honteux. On ne peut pas confondre les deux.
On peut pas confondre les deux. Et le droit international, que disent les avocats du droit international alors que l'Iran est en train de bombarder des civils tous les soirs? Ils bombardent Tel Aviv tous les soirs. Je sais pas si vous avez vu les images d'hier, c'est hallucinant. Donc, moi, je pense que Donald Trump, c'est sa manière d'être. On dirait que vous découvrez, Philippe, vous savez très bien qu'il a toujours fonctionné comme ça. Dernier point, est-ce que les États-Unis terminent, c'est-à-dire en utilisant les fameuses bombes qui pèsent 14 tonnes, qui sont capables de descendre très profondément sous terre pour faire sauter les installations nucléaires? Il est possible que ce soit ça, mais en tout cas, je pense que c'est insupportable que l'Occident et que les nations se déchaînent comme ça sur Israël, sur cette action-là, alors que Israël, comme toujours, va faire le boulot le plus dégueulasse pour le bien de nous tous. Quant à la guerre dont parle Ali Khamenei, bien sûr, ce n'est pas la guerre balistique, c'est la suite, les attentats pourris. On sait très bien ce que l'Iran peut nous réserver véritablement en la matière. Sébastien Ménard. S'il y a une certitude, c'est qu'effectivement l'Iran peut mettre un certain nombre de nos capitales à feu et à sang, ils l'ont déjà fait par le passé, et ça sera vraisemblablement la seule réponse qu'ils pourront apporter. Même si effectivement vous avez raison, Françoise Degois, de rappeler que on a des attaques de drones, on a des bombardements du matin au soir, etc., sur effectivement des civils en Israël. Et vous avez aussi précisé quelque chose de très important, c'est que nous vivons dans un cadre diplomatico-hypocrite général, puisqu'effectivement, moi je n'entends qu'autour de moi des gens conspuer ou critiquer l'attitude d'Israël, évidemment. Même à droite, hein, c'est pas... Et faire l'amalgame entre l'attitude juxtaboutiste, contestable, de ce qui est fait par Netanyahou à Gaza et cette guerre qui d'ailleurs, le mot est mal choisi parce que c'est pas une guerre préventive qu'on fait contre les installations nucléaires iraniennes. On fait la guerre au mal, on fait la guerre à des gens qui nous menacent de mort, parce que c'est quand même ça le sujet. Donc aujourd'hui, est-ce que les menaces de Trump sont-elles crédibles? La réponse est oui. Et quoi que puisse en dire le principal intéressé, parce qu'effectivement vous avez raison Philippe Bilger de dire qu'il dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il va dire, mais pas complètement. Il dit pas que vraisemblablement il a clairement donné son accord à Netanyahou pour intervenir. Voilà, donc notre invité Stéphane Simon nous le confirmera peut-être, mais en tout cas il y en avait certains qui, comme dans son livre, il l'avait présupposé, que donc c'était su, c'était écrit, c'était même programmé. Donc aujourd'hui, est-ce que la menace de Trump est-elle crédible? Oui, et elle viendra quelque part terminer, j'ai envie de dire, le boulot si Israël n'est pas capable de mettre un terme au régime des mollahs. Vous craignez des attentats organisés par l'Iran comme en 1986 ça avait lieu en France, où vous pensez que nous sommes protégés? La rue de Rennes, on rappelle. Rue de Rennes, bien sûr. Chapour, Bakhtiar, etc. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Stéphane Simon, co-auteur de ce livre, 7 octobre, la riposte, un livre enquête sur cette guerre secrète entre Israël et Iran. On est face à deux pays totalement déterminés et qui n'écouteront personne, soyons clairs. Donc la menace de Donald Trump, on voit bien qu'elle tombe à l'eau et au contraire qu'elle peut se retourner contre lui. Vous savez, moi je crois que Donald Trump et Benjamin Netanyahou jouent un rôle, sont très complices et se sont distribués les rôles. Pour moi, il est évident que cette fois-ci, c'est Donald Trump qui joue le good cop et Benjamin Netanyahou le bad cop. Voilà, et en vérité, il n'y a pas l'ombre d'une divergence de vue entre les deux hommes. Ils souhaitent l'un comme l'autre en finir avec le régime des mollahs. Il y a forcément des annonces qui sont destinées aux opinions publiques, aux journalistes du monde entier. Nous sommes tous un petit peu manipulés par les déclarations de Trump. On peut dire que les médias français, qui sont vraiment pas les mieux informés en France, relayent des éléments qui sont complètement faux, comme par exemple, il y a 3 jours, on disait que Donald Trump était contre l'élimination de l'ayatollah Khamenei, pardon. Khamenei, tout à fait. Déjà. Oui, c'est plus ancien. 89. Voilà. Il se trouve que cette information, si vous la cherchiez sur les sites anglo-saxons d'information, elle n'était donnée nulle part. Et pour cause, moi je rappellerai simplement que lorsqu'on a terminé de rédiger notre livre, donc au mi-février, on l'a terminé avec le dernier chapitre qui était la visite officielle de Netanyahou à la Maison-Blanche. C'était le premier chef d'État du monde à être reçu par Trump réellement, nouvellement réélu, si vous voulez. Donc
c'était pas du tout un hasard. Et d'ailleurs, la complicité des deux hommes se voyait dans cette espèce de plaisir des retrouvailles, et même dans le cadeau très symbolique qu'avait fait Benjamin Netanyahou au président américain. Il lui avait offert un pager, la réplique de pager piégé avec lesquels ils avaient pulvérisé la chaîne du commandement du Hezbollah en septembre 2024. Donc vous voyez que dans ce contexte, Trump était absolument ravi de ce cadeau et a dit ah oui, c'était une sacrée opération. Enfin, on sentait entre les hommes une complicité absolument dingue. Et cette complicité absolument dingue, eh bien, elle ne s'arrête pas. D'ailleurs, je fais remarquer quand même quelque chose que personne ne raconte. C'est que Donald Trump a donné quand même un ultimatum au régime iranien. Il leur a dit, je vous donne 2 mois, 60 jours précisément. Si, tout le monde l'a raconté ça, Stéphane. Alors il y avait des très très bons papiers, 60 jours, et ça a été l'attaque a été lancée au 61e jour. Oui, bien sûr. Exactement. Ça a été raconté donc vous voyez, tout ça se partage de façon évidente, et je crois que il faut se dire qu'aujourd'hui la guerre a pris pour prétexte l'urgence, évidemment, qu'il y avait à démanteler l'arsenal nucléaire iranien, parce que c'était une urgence du calendrier, mais qu'en revanche, la chute du régime des Mollahs est programmée dans la tête des deux hommes depuis un certain temps, et je vais même ajouter on peut poser une question. On peut vous poser une question, en fait. Bien sûr. Oui, pardon. Philippe, c'est toi. Juste, Stéphane, 2 choses. Gaza n'est pas l'Iran, mais est-ce que l'inquiétude manifestée par certains aujourd'hui ne vient pas du fait que d'abord, évidemment, qu'on l'appelle préventive ou non, Sébastien, Israël a agressé l'Iran? Premier point. Et deuxième point, une inquiétude sur ce qui pourra se passer après. On ne sait rien. Est-ce que là, il n'y a pas une double inquiétude qui explique la réserve d'une partie de l'opinion française? Enfin, excusez-moi, je rajoute une question à ce qu'a dit Philippe Bilger, mais quand on voit ce que les proxys iraniens ont mis à Israël entre le Hezbollah et les Houthis, est-ce qu'on n'est pas dans l'agression et le Hamas, est-ce qu'on n'est pas dans la légitime défense quand même? C'est pour ça que je rajoute la question. Oui. Depuis le début, depuis le 7 octobre, évidemment, Israël répond à une attaque sur son territoire qui a été la plus meurtrière depuis la Shoah. 1200 morts, 7400 blessés de tête et 243 otages. C'était du jamais vu sur le territoire. Bien sûr. Et de l'État hébreu. Par ailleurs, quelle était la question? Parce que vous en avez posé tellement que non, plus à laquelle répondre. D'abord, on se demande, vous évoquez, Françoise le disait très bien, il y a des gens qui en France ne sont pas des inconditionnels de l'intervention israélienne. Je vous demandais cette question toute simple, est-ce que ça ne vient pas du fait que, évidemment, qu'on la qualifie ou non de guerre, d'agression, c'est le cas en l'occurrence contre l'Iran. Et deuxième élément, on a peur de ce qui se passera après. Vous savez, si on avait eu peur de ce qui se passait après, quand on est allé bombarder, les Alliés sont allés bombarder à Dresde les restes du régime nazi, et qui ont fait 400 000 morts, je le rappelle, à l'époque, on ne s'est pas beaucoup posé la question. Il n'y a pas de guerre propre, malheureusement. C'est très difficile. C'est très difficile, évidemment, de savoir. C'est pas un parcours, comment dirais-je, semé de pétales de rose, la guerre. C'est toujours compliqué. Il y a toujours une part d'incertitude. Non, mais Stéphane, moi j'entends ce que vous dites. Des uns et des autres. Oui, mais j'entends tout ce que vous dites, mais vraiment, je vais compléter la question de Philippe Bilger. Vous savez très bien, vous connaissez l'Iran, vous connaissez ce peuple iranien. Il est particulier, d'abord parce qu'il a une culture que peu de gens ont dans cette région. C'est très puissant. Dans les mots de Ali Khamenei, quel que soit ce qu'on pense de Ali Khamenei, il qualifie parfaitement bien son peuple, qui est un peuple qui ne peut pas accepter la soumission, mais ça c'est depuis la nuit des temps en réalité. Ça c'est le premier point, et donc je vais jusqu'au bout. Dans quoi est-ce qu'on rentre? C'est ça le vrai sujet. Iran-Irak, 1 million de morts de chaque côté. Personne n'a... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'irrédentiste chez les Iraniens. Cette guerre, elle doit se terminer très vite, si j'ai envie de vous dire, sinon elle va durer trop longtemps, en fait. Moi je voudrais juste vous rappeler que le régime des Mollahs
Ayatollah est un régime particulièrement impopulaire. Je crois que les Iraniens sont quand même massivement, évidemment, ils ne sont pas jouasses que le salut vienne des avions israéliens, peut-être, mais je pense que ça plus commence. Les Américains, ils sont plus en colère contre les Américains que les Israéliens, je pense. Hein, moi, oui, les Iraniens. Et pardonnez-moi, je crois qu'ils ne seront pas très nombreux à se soulever en dehors, mais c'est déjà quelque chose d'assez important, en dehors des 180 000 représentants du corps des gardiens de la révolution islamique. Il n'y aura pas beaucoup d'Iraniens pour descendre dans la rue et pour sauver la tête de Khamenei. Il faut savoir que, c'est un dictateur, 2, c'est un dictateur très corrompu, qui avait comme projet d'installer son fils à sa place, fils qui est lui-même parti en Russie maintenant. Je pense que non, je pense que évidemment ça ne se fait pas dans le quart d'heure, si vous voulez. Quand vous sortez de 46 ans de dictature, un peuple est brisé, donc forcément il faut qu'il reprenne un peu confiance. En plus, c'est un peuple désarmé qui a vu tous ses leaders décapités les uns derrière les autres quand on n'est pas pendus. Donc si vous voulez, le peuple iranien va prendre son destin en main. Moi, c'est ce que je pense et ce que j'espère d'ailleurs. Et autant je comprends assez difficilement qu'on ait eu aussi peu de réserves quand on a fait tomber le colonel Kadhafi, aussi peu de réserves. Bien sûr, vous avez raison. Et puis là, d'un seul coup, pour Ali Khamenei, on va avoir des prudences de chiots. Non, personne n'a de prudence. On connaît juste l'Iran, c'est tout. Il nous reste très peu de temps parce que là, vous parlez très longtemps. 0826 300 300, Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Super intéressant votre sujet là. Malheureusement, je crois que ce qui se passe dans la tête de Trump, il y a que lui qui est capable d'en parler. Mais moi, ce que je pense, c'est que si les États-Unis n'interviennent pas entre guillemets en personne, c'est-à-dire n'envoient pas de troupes à proprement dit, il y aura forcément une fourniture de moyens qui sera faite. Et ça sera peut-être le moyen aussi de mettre fin au régime des mollahs en Iran, qui sévit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Voilà. L'inconnu, c'est aussi ce qui va se passer après sur le monde occidental, derrière. Ça, personne ne peut le prédire. Et je pense que les services de renseignement doivent être sur les dents. Et ils n'ont pas fini de se faire du souci. Alors, c'est une info qui vient de tomber. Donald Trump affirme que l'Iran est entré en contact avec les USA pour négocier. C'est Donald Trump qui l'affirme. Sébastien Ménard. Mais ça veut dire, tout ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas, le Pakistan va pas lever le petit doigt pour mettre l'Iran sous le pavillon, sous le parapluie nucléaire. Son problème, c'est l'Inde. Et pour l'instant, et vice versa. Et que pour l'instant, on n'a pas non plus, on a les Chinois bougent pas quoi. Donc ça bougent jamais les Chinois. C'est la puissance centrale d'équilibre. Donc en fait, tout le mythe autour de l'Iran qui était l'allié finalement des non-alignés, la Russie, la Chine, etc. Finalement, il y a personne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous venez de nous dire qu'effectivement, ils sont prêts à discuter avec les États-Unis. Voilà, à défaut d'être rayés de la carte. Stéphane Simon. Vous savez, il faut se méfier d'une chose, c'est-à-dire que le guide suprême, ça fait des années qu'il promet une pluie d'horreur, des feux de l'enfer sur Israël. Il n'a jamais été. Et l'Amérique aussi. Et à l'Amérique, évidemment, on se souvient de des très nombreuses tirades sur le grand Satan, le petit Satan, et tout cela, c'est un peu un rêve de femme saoule, c'est-à-dire que c'est son rêve d'embraser l'expression, etc. C'est dingue. Pourquoi une femme saoule, pourquoi pas un homme saoul? C'est une expression populaire. Je sais, mais elle est assez moche. Mais je crois, pardonnez-moi, mais je crois que en vérité, on voit bien que ce régime est non seulement lâché par son peuple, mais également très marginalisé sur le plan de la scène internationale. Et évidemment, il y a toujours des gens qui sont très soucieux du droit international qui vont dire que cette guerre ne se fait pas selon les codes du droit international. Mais les guerres se font rarement selon le code, selon les bons usages du droit international. On peut le regretter. Maintenant, ça ne sert pas à grand-chose de regretter des choses quand vous avez des armées qui se sont engagées. Moi, je crois qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une alternative. D'un côté, il y a des opérations terrestres. De l'autre côté, le plus vraisemblable, selon moi, un conflit plus long et qui va utiliser essentiellement le ciel aérien iranien, parce que les États-Unis, comme c'est surtout Israël, en a la pleine possession, la pleine maîtrise, et qu'ils ont du temps, parce que aujourd'hui les missiles iraniens, il y en a de moins en moins qui tombent sur Tel Aviv. On voit des drones, on voit encore des roquettes.
Mais on est passé de 300 missiles à la nuit dernière, je crois, une dizaine. C'est-à-dire c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà, donc je pense que ça va être une guerre d'usure plutôt et qu'au final, le régime iranien finira par partir. Merci beaucoup Stéphane Simon, co-auteur de ce livre 7 octobre, La Riposte, un livre enquête sur la guerre secrète entre Israël et l'Iran. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, elles sont venues, elles sont toutes là. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, bien évidemment Cécile de Ménibus. C'est l'heure de ce moment qui est un peu le mont Everest des vraies voix. Le qui c'est qui l'a dit. Et soyez joyeux. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Thomas, vous allez nous lancer le qui c'est qui l'a dit dans la version que vous voulez en totale liberté. Eh bien c'est parti, des voix, des vrais, des phrases qui clashent. Le qui c'est qui l'a dit, c'est parti. Bravo. Eh bien, c'est très bien. Ça sent l'agence de pub derrière, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ça. Il y a du slogan, Allez, écoutez-nous plutôt, Thomas. 0, qu'est-ce que je voulais dire? Qui c'est qui l'a dit? J'allais donner le numéro de téléphone, mais vous êtes déjà à l'antenne. Allez, question qui c'est qui l'a dit? Les Français les plus modestes, les plus humbles, sont bien plus intéressants que les chefs à plumes. Que les, pardon? Les chefs à plumes. Waouh. Michel Barnier sur Sud Radio. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui engrange 3 points. Il l'a vu là. Vous avez qu'à enlever les fiches. Et pourquoi vous mettez ça en premier? C'est pas moi c'est toujours comme ça, l'auditeur, il répond, il a 3 points. Non, mais pourquoi vous mettez moi, la je fais première du social. Mais François et moi, on le savait. C'est de la triche en fait. Vous saviez pas, c'est pas moi, je fais du social. Oh, le menteur. Mais je le savais. Non, j'avais l'intuition que je le savais, moi. C'est marqué là. C'est marqué toutes les semaines. Bah non. On annule peut-être. Non, mais attendez, j'y suis pour rien. C'est marqué sur le bureau, j'y suis pour rien. Et ça, c'est pas de la connivence entre vous deux. Sans déconner, c'est là. Et je peux même pas l'enlever la feuille. Regardez, elle est là. Elle est là depuis ce matin. On perd du temps là. Arrêtez vos conneries. Vous enlevez les 3 points, Ménard, et puis c'est tout. Qui c'est qui l'a dit, Thomas, sur le conclave? Je rappelle aux socialistes et aux sociodémocrates qu'il faut être respectueux de ce qu'il peut être convenu entre les partenaires sociaux. Ah, c'est de la CFDT, alors j'ai plus pris. Non, c'est pas Roux. Non, c'est une ministre. Ah, mais c'est pas C'est la ministre du Travail, Bouvet. Bonne réponse, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Regardez comme il trépigne, Philippe Bilger. Ah, mais moi, je suis il tranquille. tripe pas, il a toutes les réponses, Ménard. C'est pas vrai. Je te dis, arrête, C'est pas vrai, bien sûr. Non, il est trop fort, Sébastien. Non, il n'est pas trop fort, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Je l'ai battu la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'étais pas là la semaine dernière. La semaine d'avant, je t'ai battu. Non. Allez, qui c'est qui parce que t'avais pas pu tricher. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, les clandestins ne sont pas les bienvenus en France. Je le signifie de la façon la plus ferme et la plus définitive. Thomas. Bon, je dirais notre ministre de l'Intérieur. Retailleau. Il l'a dit, Retailleau, Thomas, on l'avait dit, ça. 3 points. Oui. On n'avait pas besoin de tricher pour ça, là, vous voyez. Ah non, c'est trop facile, par déduction. Qui c'est qui l'a dit, Thomas, sur les propos de Jérôme Gage? Si Olivier Faure ne présente pas des excuses, c'est impossible de travailler avec le PS. Je dirais notre ami Clémentine Autain. Non. Manuel Bompard. Bonne réponse, Manuel Bompard. C'est dingue. C'est pas possible. Non, il n'est pas doué du tout. Il n'est pas doué du tout. Non, mais où tu les récoltes? Non, mais pas. C'est En fait, les assistants. je fais comme vous, c'est-à-dire qu'avant de passer une émission, je suis beaucoup dans le TGV, j'écoute tout, je lis tout. Mais Voilà. Arrête ton cinéma, mais c'est pas vrai. Je fais exactement Allez. Oui, mais le problème, c'est que je perds. Qui c'est qui l'a dit? Ça me fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir à grand monde de travailler plus longtemps, mais c'est un impératif. On est en train de se déclasser par rapport aux autres pays européens. François Bayrou. Non. Lombard. Non, c'est pas un patron de syndicat. un patron de syndicat. C'est Martin. Je l'ai dit en premier. j'ai dit Martin, j'ai dit parce que Martin. Martin, c'est plus précis que Medef. Non, t'as pas dit, mais c'est moi, Martin. Vous avez dit Medef, elle a dit Martin. Tais-toi, mais arrête ton cinéma un peu, 2 minutes. Parce que Medef, c'est tu facile, triches Martin, en plus. Martin, ça pourrait être n'importe qui. Qui c'est qui? J'ai mon petit-fils qui s'appelle Martin. Et le petit-fils de Jacques Chirac s'appelle Martin. Qui l'a dit, Thomas, sur la fin des ZFE? Ce vote reflète le scepticisme climatique d'une partie de l'hémicycle.
Thomas. Non, là je. Le Pen. Pas dire une Non. Le Ah, Pen. si, elle l'a dit. Non, c'est un autre qui l'a dit. Non, Le Pen. Oui, ma tante aussi l'a dit pendant qu'on y est. Non, elle l'a dit. C'est un président de groupe. Ah, mais Bonne réponse de Sébastien Très bien. Ménard. Alors, on en est où? Ite missa est. 12 points. Quoi, je vais le dire en latin. 12 points pour Sébastien Ménard. 3 points pour Thomas. 3 points pour Allez-y, les jeunes, Françoise. vous applaudir. Quant à Philippe Bilger. Non, mais l'autre, il vient avec son public. Non, mais je te dis là les réponses. Mais moi, je vais dire, ça s'est passé comme ça l'an dernier. Pendant des mois, on lui a donné les réponses. On le sait tous. On sait qui les a donnés. C'est pas toi. Mais bien sûr que si. Et tu le sais très bien. On va pas donner les noms parce qu'on est sympa. Je ne veux pas que ça recommence maintenant. En fait, on a un drive et Sébastien Ménard est sur le drive. C'est non. Il est pas bien dans le sûr drive. que ça a été Bien depuis sûr. longtemps. Il est sur le drive. Ah, mais je vais le Évidemment. virer. C'est même pas vrai. Il est dedans. Il est tricheur. Ah, mais faut le virer. Mais c'est pas vrai, je suis pas sur le drive. Mais bien sûr qu'il est sur le drive. Allez, en tout cas, Thomas, merci beaucoup. Je suis désolée, vous auriez dû gagner, mais bon. Hein, vous vous êtes fait voler cette belle victoire. Toujours par les mêmes, les macronistes, tu vois ce que je veux dire. On vous embrasse en tout cas. Merci d'avoir joué avec vous et passé cette petite heure avec nous. C'était un vrai plaisir. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Eh bien non, ça va être un coup de cœur parce que je suis heureux, comme disait Fernand Reynaud. Tant mieux. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard en forme, les amis, après cette première heure. Ah oui. Bon, le qui c'est qui l'a dit, c'est bien passé. Sébastien Ménard a gagné. Tricheur, rien à dire. Non, mais personne ne le pense. J'ai été dominé. Personne ne le pense. Il est dans le drag, il a toutes les réponses, mais personne ne le pense. Non, mais vous foutez, c'est du foutage général. Cécile est au courant de la manière dont je récupère mes réponses, qui ne sont pas nécessairement les réponses du c'est qui l'a dit. J'ai appris que vous avez des amis au Mossad, c'est pour ça. Non, Cécile, non, mais expliqué ma technique. Non, mais ne en revanche, ça nous rend tolérerait pas Mossad, la ça c'est sûr. moindre triche. Bah oui, ça, c'est sûr. Allez, en attendant, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, vous avez la gentillesse de nous laisser des messages et nous on les écoute bien entendu et on les diffuse. C'est ça qui est bien. Ici est Daniel. Donc j'entendais que le président voulait faire une loi pour interdire la vente des smartphones à moins de 15 ans. Ben écoutez, c'est tout simple. Moi j'ai un téléphone simple à 50 € qui me permet d'entendre un appel et de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir téléphoner. Et là, on ne reçoit rien qui permet de passer la nuit sur ces smartphones. C'est la faute des parents. Faites des économies, achetez un téléphone pour vous sécuriser lui aussi à 50 €. Voilà. C'est vachement bien. Bah, c'est bien. Est-ce que c'est pas le bon sens absolu ce coup de téléphone? Mais moi, je crois que je fais ça sur mon. Bah non, mais elle dit achetez un téléphone à 50 € comme ça, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de voilà. Vous téléphonez, vous recevez, terminé. Voilà, comme ça. En réalité, un téléphone qui sert juste à téléphoner. Elle a tout à fait raison. Mais il n'a pas du tout été question d'interdire une loi pour la vente des smartphones. Il est question d'une loi. Il est question d'une loi pour que sur les applis, sur les applications. Voilà, c'est pas pareil. Mais je rappelle, parce que c'est le jeune père de famille que je suis qui fait que moi aussi je suis contre les écrans. Je souhaiterais ne donner qu'à mes enfants un téléphone analogique, donc c'est-à-dire sans application, etc. Mais même en Bakeli, tu sais, avec les écrans. J'ai pas connu ça. Moi, j'ai pas connu ça. Non, mais je dis que derrière tout ça, il y a quand même des outils qui sont des outils pour surveiller entre guillemets au mieux nos enfants. Voilà, si j'ai pas de les espionner, mais ça permet de sécuriser des trajets entre l'école et la maison. Ça permet de surveiller les babysitters, etc., etc. Donc, mais on va pas vivre dans un monde de surveillance absolue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'adultère possible. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible. Il a lâché la rampe, Philippe Bilger. Je sais pas. Est-ce qu'il revient du Cap d'Agde ou est-ce qu'il y retourne? Pas du tout. Je voulais les gens un peu des enfants. Je parle des enfants. Je parle d'éducation numérique et on me parle du Cap d'Agde. Bravo Sud Radio.
Junio. Mon cher Seb, j'ai voulu mettre un peu de fraîcheur dans votre propos. Non, il n'a pas dit Cap d'Agde, il a dit Cap d'Aille. C'est très bon le Cap d'Aille, c'est pas Il la même pense chose. déjà et à la côte et bien entendu à son dîner de ce soir. Vous avez un maillot de bain en dessous de votre pantalon, Philippe? J'ai des maillots de bain chez moi, mais pas sous mon pantalon. Là, il n'a rien sous son nu. Mais je ne vois pas pourquoi vous focalisez sur cet endroit si on a tant d'autres, franchement. C'est le sex appeal que vous dégagez, Philippe. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Je n'y suis jamais allé dans cet endroit. C'est pas ce qu'on m'a raconté. C'est ce qu'on dit, ça c'est ce qu'on dit. En tout cas, en revanche, j'ai rencontré Philippe David à la Cano. Oui, à la Cano, c'est plus calme. Il y avait un coin nudiste. Non, vous confondez la Cano et Montalivet, cher ami. Non, à la Cano aussi. Ah bon? Et Vous connaissez mieux pas que moi. ne pas vous voir. Merci d'avoir rappelé qu'on surnommait l'éolienne. Je voudrais comprendre finalement le lien entre le smartphone et le... C'est la question que je posais. Voilà, c'est Françoise qui l'a établi. Oui. On a glissé. Mesdames et messieurs, on va se reprendre. Vous me direz, excusez-moi, mais avec un smartphone à 50 €, vous ne retrouvez pas à poil en banque, au moins, c'est ça l'intérêt. D'accord. Voilà le rapport, je vous l'ai fait. Voilà, c'était magnifique. Je vous remercie Philippe David pour ce moment de grâce absolue. Allez, dans un instant, un coup de cœur de Philippe David pour que ça change. Vive les beaufs. Ah mais c'est bien, j'aime bien. Ah mais c'est gentil. J'aime bien. Ça fait... Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et je suis très heureuse d'accompagner Philippe David tous les jours de 17h à 19h. Ah oui, et réciproquement. Ah, et réciproquement, bien sûr. Absolument. J'attendais cette phrase. Nonobstant les tricheries d'aucuns, j'ai un grand plaisir à être en votre compagnie. Je n'ai visé personne. Non mais c'est bizarre, vous tournez vers Philippe. Alors c'est paradoxal quand même... au moment où j'ai zéro. Ah ouais, c'est quand même dingue. C'est la preuve que même en trichant, c'est pas brillant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trichent mieux, c'est ce que c'est ça que ça veut dire. En fait, il faut ouvrir le cloud. Voilà. En fait, je ne triche pas. Vous savez ce que c'est qu'un cloud? Non, il sait pas ce que c'est. Je ne triche pas davantage que je ne vais au Cap d'Agde. Mais c'est une obsession. Ne nous relancez pas. Vous savez que vous êtes en train de faire une publicité énorme. Et que cet été, il y a des gens qui ont pris leur billet parce qu'ils pensent qu'ils vont croiser Philippe Bilger. Alors qu'ils sont tombés sur la partie habillée. Voilà. Bref, Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et tout de suite, le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre, mais de manière heureuse, le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le siège des Républicains, et que le premier jet d'affiche suite à l'élection de Bruno Retailleau m'a franchement, sans parti pris politique, fait du bien. Sur ces affiches, on voit des personnages de dos. Un agriculteur dans un champ de blé devant son tracteur, une femme policier dans une rue piétonne, un cuisinier face au Mont-Saint-Michel et un pompier sur une colline face à une plaine et une église. Des images, notamment celle du pompier, qui rappelle fortement l'affiche La Force tranquille de François Mitterrand en 1981. Afin de rappeler que la France est un pays multiethnique, le cuisinier et le pompier sont noirs. Mais outre les images, la chose la plus marquante est le slogan « La France des honnêtes gens ». Une formule qui paraît désuète à certains, mais qui m'a frappé au cœur. Car ces personnes représentées sur ces affiches représentent la France des services publics, avec la policière et le pompier qui mettent leur peau en jeu pour nous sauver. L'agriculteur et le cuisinier représentent cette France du privé, mal payé, qui ne compte pas ses heures. Cette France des honnêtes gens qui travaillent, payent ses impôts et se tait, mais qui fait tourner le pays. Cette France des honnêtes gens invisibilisés, qui aiment son pays, éduquent ses enfants et qui, malgré tous ses efforts, ne les voit pas récompensés, ni pour elle, ni pour ses enfants. Cette France qui sait faire la fête quand son équipe gagne, sans transformer les Champs-Élysées en champ de bataille, qui ne brûle pas de voiture, ne deal pas, ne consomme pas de drogue, mais à qui on veut interdire de fumer sur une plage ou qu'on voulait interdire des villes avec feu les ZFE. Cette France des honnêtes gens qui a été ringardisée, beaufisée, criminalisée entre Dupont-Lajoie d'Yves Boisset, le beauf de Cabu ou les déchiens de Canal+. Cette France qui par ses affiches, se retrouve à nouveau visible et à qui on doit respect et reconnaissance, ce dont elle est privée depuis des années.
Très bel éloge des honnêtes gens, le slogan inventé, élaboré par Bruno Retailleau, et il utilise le terme depuis longtemps, et en toute immodestie, ça fait des années que dans ce que j'écris, je parle des honnêtes gens, comme parce que c'est une notion ancienne qui a du prix, et c'est une incarnation beaucoup plus facile, beaucoup plus quotidienne de la morale et de l'éthique qui, parfois, par leur austérité, détournent, alors que les honnêtes gens, c'est une notion qui rassemble. Oui, moi je trouve que c'est une notion qui fracture, parce qu'il y a plein d'honnêtes gens dans les honnêtes gens. Honnêtes gens, ça veut dire quoi? C'est la France qui se lève tôt. C'est-à-dire que moi je comprends bien ce que veut faire Bruno Retailleau. Il fait du sous Sarkozy. Il est reparti exactement sur la campagne. Non, honnête. Je ne qualifie pas Bruno Retailleau. Pardon. Je dis que sa stratégie de campagne est exactement la même que celle de Nicolas Sarkozy. C'est du copier-coller. Il y avait la France qui se lève tôt avec Nicolas Sarkozy. En gros, moi je suis le président de la France qui sont pas les feignasses. En gros, c'était ça. Maintenant, Bruno Retailleau va être le président de la France des gens honnêtes. Ça veut rien dire honnête. C'est comme le bon sens. Pour moi, c'est des trucs extrêmement populistes en fait. Vous classifiez la population. Quel dommage. Vous avez, quel dommage. Je vous que le dis juste. quelqu'un de bien comme vous. Bien sûr. Et je n'aime pas cette idée, parce qu'au sens du 19e de l'honnête homme, je serais d'accord avec vous. Je suis d'accord car j'aime, du 16e au 18e, je suis d'accord car j'aime infiniment la littérature. Sauf que c'est pas dans ce sens et avec cette intention que cette affiche est faite. Sébastien Ménard. Alors moi je trouve aucune originalité, et pourtant Dieu sait que j'ai plein de copains chez les Républicains. Il n'y a aucune originalité. Pardonnez-moi Philippe David, vous regardez les premières campagnes. Ah ben ça change du beauf de Cabu, tout ça. Non mais c'est bien sûr, mais entre le beauf du Cabu et la campagne de Bruno Retailleau aux Républicains, vous regardez ce qui a été fait notamment par En Marche entre 2017 et 2020. Il y avait des photos de pompiers, d'agriculteurs, de machin. Donc il y a absolument rien d'original. Pareil, voilà. Mélenchon fait pareil. Donc là de ce point de vue-là, franchement, il n'y a rien d'original. Après, c'est bien de le faire, c'est évidemment bien de le dire. Après, je suis un peu comme Françoise de Gois. C'est quoi les honnêtes gens ? Voilà. Est-ce que c'est les honnêtes gens, c'est les gens qui vont voter pour les Républicains? Vous voulez dire du niveau qui c'est qui l'a dit, voilà. ou comment non, mais c'est... Non, mais soyons sérieux. 2 secondes. C'est les honnêtes gens, c'est un peu tout le monde. Voilà, il y a des honnêtes gens à gauche, il y a des honnêtes gens à droite, il y a des honnêtes gens au milieu, il y a même des honnêtes gens à l'extrême droite. Voilà, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, dire voilà, on est le camp des honnêtes gens et on est l'offre politique pour les honnêtes gens, je trouve ça assez réducteur. Et ça sera de toute façon pas porteur sur le plan électoral. Votre avis, mais vous avez le droit. Non, mais je veux dire sérieusement, ça a peut-être été fait. Les personnalités, on les voit de dos pour des raisons évidentes, mais le slogan « La France des honnêtes gens », je le trouve très fin, parce que à la fois, il révèle un choix politique, mais en même temps une exigence de rassemblement. Et il renvoie à une éthique du quotidien. C'est fondamental. Mais des honnêtes gens, vous en aurez dans tous les partis politiques. Mais pourquoi pas? J'accepte même la gauche si elle est honnête. C'est peut-être ce que veut Retailleau, c'est que de toutes les... pour l'instant, il fait pas le plein. Vous verrez que ça frappe shit. C'est pas quelque chose qui est de nature, si vous voulez entraîner une campagne présidentielle. Exactement. Allez, tout de suite les amis, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. C'est une très honnête personne, Félix Mathieu. L'influenceur algérien Doualem est sorti libre du centre de rétention. On parle de ce TikToker défenseur du régime algérien qui avait été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour menace envers un opposant au régime. Dans une vidéo, il en avait appelé à la violence contre cet opposant. Et pour rappel, après une expulsion, l'Algérie l'avait renvoyé vers la France, ce qui avait tendu les relations entre les deux pays il y a quelques mois. Le Conseil d'État en France avait rejeté son recours contre son expulsion. Depuis ça, enfermé à son retour, Doualem était arrivé au bout de la durée maximum légale de 90 jours d'enfermement dans ce centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne. Et donc, faute d'accord du gouvernement algérien pour l'accueillir sur son sol, il est sorti passé ce délai de 90 jours, sorti mais assigné à résidence dans des conditions strictes, précise son avocat. Pour évoquer cette information, nous sommes en ligne avec l'activiste algérien et lanceur d'alerte dans cette fameuse affaire des influenceurs. Bonsoir Chokhi Benzera. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ça vous inspire quoi cette situation ? Déjà, pour ceux qui parfois contestent, ne comprennent pas l'emploi du terme de voyoucratie ou d'état voyou concernant le régime algérien, aujourd'hui, ils vont comprendre parce que le 11 janvier, le ministère des Affaires étrangères algérien
a publié un communiqué où il disait que d'Olem a été refusé, ils ont refusé de l'accueillir parce qu'il n'a pas bénéficié vraiment d'un jugement en bonne et due forme. C'est le motif qui a été invoqué par le régime algérien pour refuser de reprendre cet influenceur pro-régime algérien. Sauf que depuis cet influenceur pro-régime algérien a bénéficié d'un jugement en bonne et due forme, il a été jugé sans le référé devant le Conseil constitutionnel a été rejeté, mais sauf que le régime algérien refuse toujours de le reprendre. Parce qu'aujourd'hui, la parole institutionnelle en Algérie, avec ce régime, n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire, c'est toujours cette méthode aussi face à la France, d'utiliser la méthode du chantage. C'est-à-dire que pour imposer de l'autre côté un rapport de force face à la France, on retient un otage qui s'appelle Boualem Sansal, comme le fait un régime comme l'Iran d'ailleurs qui retient 2 otages français, mais aussi on refuse de reprendre des influenceurs qui ont été activés par le régime algérien. À ce moment-là, ça ne gênait pas du tout le régime de les utiliser pour justement diffuser des propos très violents, des appels à la violence, dans certains cas même des appels à des attentats quand il s'agissait du premier Zazou Youssef et d'autres. C'est-à-dire on est sur plusieurs influenceurs algériens. Pour les activer, le régime algérien est là, mais pour reprendre ces individus qui sont acquis à sa cause, là, le régime algérien est absent et pratique ce chantage face à la France. Merci en tout cas de ces explications. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation, Félix, de Chokri Benzerra. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Le déclin des élèves et des professeurs en France. Et Françoise Degois. Les Français pas favorables majoritairement à la création de l'État de Palestine. Et Sébastien Ménard. Et moi je vais parler du comité de soutien international à Boualem Sansal, lancé par le maire de Cannes, l'ISNA. Restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h et merci de ne pas les rater bien entendu puisqu'on viendra individuellement vous voir en disant oui qu'est-ce qu'on a dit à 17h47, j'espère que vous vous en souvenez parce que nous on oublie tout donc on compte un peu sur vous chers amis. Ce numéro de téléphone on plaisante bien sûr le 0826 300 300 avec Aude qui vous attend derrière ce numéro magique avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe David bien entendu et tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais on est chez les fous là. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Ah mais là, c'est sérieux. Précisons que le fion, ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs, quoi. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. Qu'est-ce que c'est cette Maxime. Non, mais Maxime. Bravo, Maxime. Non, mais Maxime. N'importe quoi. Non, c'est limite, quand on même. avait une là. réputation, fut un temps. Enfin, il y a C'est longtemps. fini. Je vous l'annonce, c'est fini. Franchement. Bientôt la fin de la saison, c'est plaisir. On parle de temps immémoriel. Ceci dit, à force de parler du Cap d'Agde, Non, mais forcément. je suis en train de me rendre compte que notre réalisateur Maxime, je pourrais donner son nom de famille, mais je vais pas le faire. Son numéro de parce que portable aussi, maman on peut. pourrait débarquer. Vous êtes en train de monter des dossiers contre nous. Et ça c'est pas bien. C'est purement amical. Mais C'est purement amical. J'ai vu là les yeux qui Il a frisent rarement derrière sa utilisé tête. le fion. Je veux dire, c'est comment vrai, aller c'est dans ta Oh, mais Philippe, c'est pas possible. Mais je donne une info. Oui, J'ai quand même des dossiers Rapport sur au chacun fion, on d'entre peut quand vous. même rappeler aux gens qui n'ont pas écouté l'émission que le Fion est une pâtisserie de Vendée. Mais oui, Absolument. Mais c'est c'est ça très la bon. base. Qui est le département de qui? De Bruno. Pourquoi vous dénaturez le fion comme ça? Ah, vous donnez des vous donnez des infos, verbes Maxime. de Vous allez dire déjà. Je note. Attention. Hein. Allez, soyons sérieux un petit peu, ce tour de table de l'actu, puisqu'on en est là quand même. Hein. Ah oui. Philippe Bilger, le déclin du niveau des Voilà, élèves et des professeurs. de la part d'un conservateur, vous ne serez pas étonné que depuis des années, je sois amené à constater le déclin de la formation des élèves et le plus
plus grave des professeurs. Clément Beaune récemment a fait une déclaration où il montrait le gouffre entre l'élite d'une certaine époque avec celle d'aujourd'hui. Je donne sa phrase, un enfant de cadre. C'est donc qui c'est qui l'a dit, mais on n'a pas eu le temps de la faire. Un enfant de cadre en 2017 a de moins bons résultats en calcul qu'un enfant d'ouvrier en 1987. Clément Beaune. Oui. C'est un brouillé. 3 points pour Sébastien Ménard. On voit dans son environnement des preuves incontestables de la pauvreté d'aujourd'hui des élèves et surtout, le plus grave, des professeurs. Combien de professeurs font des fautes d'orthographe? Et donc, c'est confirmé par le classement PISA qui montre que les élèves français et les professeurs français sont en queue de classement. Françoise Degois. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est toujours les mêmes débats, toujours les mêmes phrases, et moi je vais refaire toujours la même contre-argumentation en disant je suis d'accord, mais ça veut dire aussi que il faut avancer, il faut donner plus de moyens à l'éducation nationale. On va refaire éternellement le même débat, donc tout fout le camp avec vous, tout est apocalyptique. Sauf les vraies voix. Et sauf les vraies voix, donc j'ai rien à rajouter à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vais là, pas malheureusement, c'est un constat. Oui, vous avez raison. Non, mais voilà. Plus de moyens aux professeurs. Je pense que nos professeurs sont trop mal payés. Vraiment, je le redis. Qui a envie d'être prof aujourd'hui? Vous croyez? Mais il faut laisser la parole à Sébastien parce que moi, je me pose toujours la question si finalement la réponse elle est un peu traditionnelle, c'est-à-dire le retour aux fondamentaux, etc., ou s'il ne faut pas implémenter quelques outils technologiques qui peuvent permettre de nous faire, qui peuvent nous permettre de faire progresser ces jeunes gens qui de toute façon ne lisent quasi plus. Vous allez leur mettre du papier entre les mains, ils savent à peine quoi en faire. Par contre, une tablette, un téléphone, etc. Oui. Et il y a quand même des outils incroyables pour progresser, pour apprendre et pour corriger des lacunes qui sont parfois profondes. Voilà. Alors, je prends juste 2 secondes. Ça nous est arrivé, nous, avec nos copains, de prendre des vieilles dictées des années 60 et de tous la faire. Franchement, le niveau était incroyable. Et Cécile a fait 0 faute. Ah non. Moi, j'ai fait 0 faute en règle générale. Mais non, enfin, on a été élevés par des maîtres et des professeurs, effectivement. Les correspondances de la guerre de 14-18, des extraordinaires. Et puis surtout la beauté de l'écriture, la beauté de alors qu'ils avaient arrêté l'école à 12 ans pour 99%. La beauté des lettres, des liés, c'est magnifique. Profs, là, ok, on peut retourner à l'école en sabot aussi. Bon, voilà. Donc non, mais avançons. Je veux dire, avançons. Le problème, c'est que là, on n'avance pas, on recule. Mais non, mais d'accord. Mais à un moment donné, regardez le niveau, ça s'effondre. D'accord, mais ça veut dire aussi qu'il y a forcément des remèdes. Je suis d'accord avec les nouveaux outils. Je pense qu'il faut réévaluer les professeurs, réévaluer leur salaire, donner le goût aux professeurs de revenir devenir professeur. Allez, du coup, c'est moi qui vous ai ralenti, Sébastien Ménard. Eh bien, donc, moi, je voulais parler, en fait, du comité de soutien international à Boualem-Sansal, qui lance une grande opération qui s'appelle Je lis Saint-Sal. Et donc, ce comité et cette action a été lancée, entre autres, par le maire de Cannes, David Lisnard. Et nous, on nous en a parlé à Biarritz, et c'est vrai que j'étais très agréablement surpris que nous puissions, nous aussi, à Biarritz, lancer cette opération avec Maïdera Rostegui. Je la salue, parce que c'est ma collègue, maire de Biarritz. Mais j'ai aussi été très étonné, et c'est ça qui m'étonne le plus, d'une certaine forme de réticence d'un certain nombre de collègues, et pas que chez nous, même... dans des villes plutôt amies, et quelles que soient les orientations politiques. Et je regrette de constater que beaucoup de villes de droite ont souscrit à cette opération. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition, parce que tout le monde parle de Boualem-Sansal, mais la plupart des gens ne savent pas non plus qui c'est. Voilà. Donc là, on met à disposition dans les médiathèques, dans des librairies partenaires, etc., des ouvrages à disposition du grand public pour comprendre ce qu'est la pensée de Boualem-Sansal. Voilà. Et encore une fois, je demande où sont les maires de Bordeaux, où sont les maires de Nantes, où sont la maire de Paris, etc., de Strasbourg, qui ne soutiennent pas cette opération. Voilà. L'algo ne peut pas être mise dans le même sac que le maire de... Non, mais je pose juste la question. Pourquoi cette opération qui est lancée par Benedetti, qui est lancée par Noël Lenoir, l'ancienne ministre, qui est portée par David Lisnard, est soutenue... Parce que c'est porté aussi parce qu'il y a une forme de manipulation de la droite. Ben, je suis pas d'accord. Non, mais moi, vous avez le maire de Montpellier, de la Fosse, qui a signé, qui participe à cette opération. Il est, sauf erreur
erreur, omission de ma part socialiste, et il joue le jeu. Parce que pour moi, c'est que ça soit proposé par des gens de droite ou par des gens de gauche, c'est d'utilité publique que de faire découvrir au peuple français qui est Boualem Sansal, leur compatriote, embastillé injustement dans les géoles algériennes. Je voulais juste vous dire que c'est une opération comme elle est portée par les maires de droite. Peut-être que ça mettra du temps à redescendre, mais il y a beaucoup de gens de gauche. Elle est portée par un comité international. De droite. Françoise, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Je vais aller très vite juste sur l'IFOP en disant qu'effectivement, on est dans une obsession du débat sur Gaza, etc., sur Gaza essentiellement, mais la réalité des Français, c'est que, en fait, d'abord, les Français sont loin de ça, et je regardais l'IFOP qui est paru, qui a été réalisé pour Le Point à l'occasion. Oui, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi, sur la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. J'allais le dire. Voilà. Sur Gaza, sur la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine sans condition, eh bien, les Français sont très, très, très largement défavorables. 78% des Français, y compris à gauche. Vous avez, on pourrait se dire que les gens qui votent à LFI sont à fond pour la reconnaissance. Pas du tout, c'est à peine 58%. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de décalage entre condition. Sans condition. Ben oui, sans condition. Ouais, donc, immédiate. C'est-à-dire, ça devait faire aujourd'hui, normalement. S'il n'y avait pas eu les frappes sur l'Iran, c'était aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre nous, nos obsessions, les obsessions probablement d'LFI, nos obsessions de commentateurs et la réalité de ce pays. C'est vrai. Merci les amis. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. Ultime rendez-vous lundi pour après l'échec du conclave. La France insoumise souhaite déposer une motion de censure. Alors parlons vrai. Est-ce que cette motion de censure, a pour vous une chance de passer à la question? Le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme le débat continue autour de cette... vous pouvez parler, si vous voulez vous disputer sur des sujets, vous pouvez, bien entendu. On parlait du Premier ministre, là. Oui, je sais. Et on n'était pas d'accord. On était en plein dans le sujet. Exactement. En plus, on a eu un auditeur hier qui nous disait: vous êtes toujours d'accord autour de cette table. C'est faux. Voilà, on n'est jamais d'accord. Qui a osé dire ça? C'est quelqu'un qui n'écoute pas souvent, en fait. Alors que hier, en plus, il y a eu un débat passionnant entre Lugras et Michael Sadoun sur un sujet. Sur l'économie. L'économie. Absolument. Allez tout de suite, les amis, le coup de projecteur des vraies voix. Il ne l'est pas aujourd'hui. Si. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Ce que l'on souhaite, c'est que le Premier ministre tienne ses engagements pris devant la représentation nationale d'un retour au Parlement, qu'il ait un accord global ou pas. Ce sont les mots que vous avez posés sur le papier. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. Respectez vos engagements, ou les conséquences en seront pour vous et pour votre gouvernement ce qu'elles doivent être malheureusement pour vous. Et donc, après l'échec du conclave la retraite, les partenaires sociaux auront donc de nouveau rendez-vous lundi pour une ultime négociation. Ce sera certainement la dernière chance. La France insoumise entend déposer une motion de censure la semaine prochaine contre le gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que la perte du mandat de député de Marine Le Pen en cas de dissolution est l'assurance vie du gouvernement contre une censure RN? Et à la question, le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? Eh bien vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et je me tourne vers Philippe Bilger. Alors, il y a des miracles possibles et après tout lundi, pourquoi pas, dans la mesure où on n'était pas si loin d'un accord grâce à l'intelligence notamment de Marie-Lise Léon, qui est une syndicaliste comme je les aime, comme notre ami qui ne vient plus, le chroniqueur que j'adorais. Joseph Tounet. Voilà. Mais je crains tout de même que la motion de censure
fasse partir le Premier ministre Bayrou qui tient depuis 6 mois à coup d'intelligence, de finesse, d'aucun dirait de passivité, mais ça va nous entraîner dans un désordre politique colossal avec évidemment il n'y aura pas une nouvelle dissolution à mon avis. Non, c'est pour ça que je comprends pas trop votre question, parce que c'est tellement évident qu'Emmanuel Macron, qui récupère son droit de dissoudre le 8 juillet, ne va pas l'utiliser, ne va même pas menacer en réalité, parce que une dissolution, ça ne garantit absolument pas que le bloc central, c'est-à-dire le macronisme, gagne. Il sera même à nouveau battu quand on voit l'état dans lequel est Gabriel Attal. Ils n'ont pas compris que la gauche, quels que soient les mandats qu'elle se met, il y a toujours un moment, si un danger Rassemblement National, eh bien, il y aura un nouveau front républicain, y compris d'ailleurs avec des gens du bloc central comme la dernière fois. Et si Emmanuel Macron perdait à nouveau les élections, il serait impossible qu'il ne démissionne pas. Donc, ça veut dire que si Marine Le Pen a la garantie par Sébastien Lecornu, avec qui elle parle souvent, qu'il n'y aura pas le droit de dissolution utilisé par le président, c'est évident que Marine Le Pen et le RN vont censurer. Tout son électorat veut qu'on censure. Tout le monde veut en finir. Vous vous rendez compte dans quel... Alors évidemment, le PS, à part François Hollande qui ne veut pas pour des raisons tout à fait personnelles, le PS est déjà acté que le PS votera la motion de censure. C'est évident. François, c'est pas pour mettre le souk, c'est que François Bayrou ne respecte pas sa parole. Ensuite, vous avez cette question, quoi derrière? On le sait déjà, Sébastien Lecornu, qui est déjà prêt, qui est déjà en constitution de gouvernement, et parce que Emmanuel Macron ne peut pas accepter d'avoir un Premier ministre qui ne lui sert plus de bouclier. C'est-à-dire que Bayrou plonge plus impopulaire Premier ministre de la 5e, voilà, et le président de la République plonge avec lui, c'est aussi bête que ça. Sébastien Ménard. Alors, moi, je vais quand même répondre à la question. Parce que le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? J'ai envie de dire, comme François Javois, ils ont toute raison de la voter. Mais ils l'ont déjà fait, surtout. Malheureusement, c'est parce qu'en fait, il y a les grands sujets sur lesquels on va parler retraite, on va parler immigration, etc. Mais en fait, il y a d'autres sujets qui sont de la popole, sur lesquels, malheureusement, l'emprise de Bayrou, pour Bayrou, est nulle. C'est-à-dire le salut de Marine Le Pen. Voilà, on sait que Marine Le Pen est aujourd'hui empêchée. Donc déjà, ce premier élément politique fait que si on pouvait compter sur une espèce d'apaisement, une décision, je dirais, plus sage, la vérité, c'est que Marine Le Pen est out. Premier élément. Deuxième élément, le combat politique constitutionnel de François Bayrou de ces 35 dernières années, la proportionnelle, personne n'en veut. Bon, ben voilà, ça c'est le truc qui aurait pu, si ça avait pris, voilà, si effectivement ce qu'on appelle les papiers tournesols dans nos métiers s'étaient tournés du côté du soleil et que finalement les gens se disaient bah oui c'est vrai finalement la proportionnelle en fait tout le monde s'en fout. Vous avez Retailleau qui est vent debout, les Républicains qui font déjà campagne contre, etc. Donc le PS qui n'en veut pas. Donc en fait les seuls leviers de popole, de politique politicienne pour nos auditeurs qui auraient été susceptibles entre guillemets de faire en sorte que le RN laisse couler quelque part des jours heureux à François Bayrou à Matignon, bah malheureusement sur les grands sujets, bon de toute façon le RN ne sera jamais d'accord, voilà, et sur j'aime pas dire ça, mais ce qu'aurait pu être qualifié de petit arrangement, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Donc aujourd'hui, la seule possibilité pour le RN, pour rabattre les cartes, pour rentrer encore une fois dans le jeu, c'est de dissoudre. Allez. Enfin, c'est de voter la censure. Je sens que Philippe est sur les starting blocks là pour répondre. Non, mais moi je trouve, après tout, est-il impossible que François Bayrou s'en sorte? Et d'autre part... moi je lui souhaite, hein, mais je vois pas. Et quand vous dites la proportionnelle, il y a des gens, des partis qui la souhaitaient tout de même. Et je ne parle pas que François Bayrou. Mais il y avait RN notamment. Non mais des partis la souhaitaient, mais aujourd'hui. Et les écolos n'étaient pas contre. Le PC aussi. Mais aujourd'hui, quand personne on voit. Personne s'est vraiment battu pour. Et regardez, le rêve ultime du Rassemblement National était d'arriver à des scores qu'ils ont obtenus là pour le coup
sans la proportionnelle. Mais il pourrait faire mieux. Il pourrait faire mieux. Et là, je me permets de contredire Françoise sur un petit point. S'il y avait une dissolution, le Front républicain aurait du plomb dans l'aile. Parce qu'on referait pas la même erreur. Ça, c'est pas faux. Je pense que à chaque fois, vous vous trompez. C'est-à-dire que parce que vous ne comprenez rien à la gauche. On dirait Trump à Macron. La vérité, c'est que vous vous trompez parce que vous ne comprenez. Elle l'a pas dit tout le temps. Non, mais vous comprenez rien en fait à la gauche et vous êtes en train. Non, mais Gage, il va plus faire campagne. Il va plus faire campagne. Mais vous plaisantez, Jérôme Gage, il a laissé Mélenchon. Les affiches de 98, vous pouvez les oublier. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, finir? Jérôme Gage, il a rompu avec Mélenchon parce qu'il a eu la garantie par l'Élysée qu'il n'aurait pas de candidat macroniste. Vous imaginez bien que s'il y avait eu un candidat macroniste dans l'Essonne, ça n'aurait pas été tout. Mais non, il a dit que Mélenchon est un antisémite. Oui, mais ça c'est autre chose. Je voulais juste vous dire un truc. Mettez-vous bien dans la tête que demain il y a une dissolution avec des candidats Rassemblement National. Et si vous pensez une minute que le Front républicain va pas renaître, et vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'ovale. Et si vous faites une erreur. Non, mais moi je pense qu'ils seront plus de 200 à gagner. Excusez-moi, moi je vous avais dit, tout le monde se foutait de ma binette autour de cette table. La deuxième semaine des législatives, j'avais dit la gauche va arriver en tête. Tout le monde se foutait de moi parce que je connais la famille politique de la gauche. Je sais très bien que le combat existentiel. Ça, vous aviez raison. Oui. On n'a pas rigolé, nous. Le combat existentiel, ontologique, c'est le combat contre l'extrême droite. Et deuxième point, Marine Le Pen, elle a tout intérêt à dissoudre parce que le gouvernement tombe et que parce qu'elle perd son mandat de député. Non, elle a tout intérêt, à censurer. À censurer. Non, mais c'est bon. On a compris. Bon, à censurer. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est pas ça. C'est que le gouvernement tombe. Et si le gouvernement tombe, Retailleau a toutes les chances de sortir et de ne pas revenir. Et l'intérêt du Rassemblement National, c'est de sortir Retailleau de sa position, Bruno Retailleau de sa position de surplomb. C'est également l'intérêt de Laurent Wauquiez, voilà, de sortir Bruno Retailleau de sa position de surplomb et de le laisser lentement mais sûrement fondre dans l'opinion, parce que quand il n'y a plus de position de surplomb, il n'a pas eu le temps de construire autre chose et de descendre. Et c'est l'intérêt de Macron et c'est l'intérêt d'Édouard Philippe. Et c'est l'intérêt des socialistes. C'est l'intérêt de tout le monde. Donc voilà. On est au moins d'accord là-dessus, Françoise Degois. Non, mais vous êtes certaine que Macron dissoudra pas? Non. Est-ce que quelqu'un est certain de quelque chose avec ce maverick d'Emmanuel Macron? Parce que je vous disais tout à l'heure, moi je suis pas si certain que ça. Sébastien, mais si je peux répondre, s'il y a un truc sur lequel aujourd'hui Emmanuel Macron est raccord, c'est il reconnaît que le choix qui a été le sien l'année passée est un choix incompris, est un choix malvenu. Oui, incompris. Donc il va pas le refaire une deuxième fois. Non, mais je le dis. Mais il le dit avec toi, bien sûr. Voilà, mais voilà. Donc si c'était à refaire, il le referait pas. Faut quand même se dire la vérité. C'est une énorme connerie politique. Il va pas la faire deux fois. C'est pas un fou furieux. Ce que je veux dire, il est maverick, il est anticonformiste, etc. Mais il y a un moment donné, il comprend aussi ses intérêts. Redissoudre et reperdre égale démission quasiment inévitable. Évidemment. Donc c'est pas possible. Et l'hypothèse Le Cornu à Matignon, vous y croyez, vous, Philippe Bilger? Il en rêve depuis longtemps. Mais il y en a beaucoup qui en ont rêvé. Oui, mais Le Cornu, je crois que c'est plausible. C'est plausible, et puis il aura un Premier ministre selon ses vœux. Je rappelle que jusqu'au casus belli posé par François Bayrou, Sébastien Le Cornu était Premier ministre. Non, mais il faut quand même savoir que Le Cornu commence déjà depuis 1 mois et demi ses consultations à l'hôtel de Brienne. Il est ministre de la Défense. Il consulte énormément de gens qui évidemment sortent et le racontent. Donc je ne vois pas comment ça échappe à Sébastien Le Cornu. C'est une excellente nouvelle pour la France. Et merci en tout cas Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Merci. Vous restez avec nous dans un instant avec Olivier Robert, fondateur de Sacré Français. On va vous parler de Made in France avec encore de belles initiatives un peu partout en France. On vous en parle dans un instant. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous revenons sur une prédiction spectaculaire concernant le Bitcoin qui s'est avérée d'ailleurs fausse. Alexandre Tchatchenko, vous êtes directeur de la stratégie de Pemium et vous êtes avec nous pour analyser cette erreur marquante. Bonsoir Alexandre. Bonjour Thomas.
Oui, Alexandre. En avril 2021, parlons des faits. Philippe Brassac, qui vient tout juste de quitter ses fonctions de PDG du Crédit Agricole, prédisait que le Bitcoin tomberait en dessous de 1 $ d'ici le 1er mai 2025. Aujourd'hui, le Bitcoin avoisine plutôt les 100 000 $. On n'est plus dans la marge d'erreur à ce niveau-là. Comment expliquer un tel décalage entre prédiction et réalité ? Oui, cette prédiction, elle illustre parfaitement les difficultés rencontrées par certains dirigeants traditionnels à comprendre la véritable dynamique derrière ce que eux considèrent être une bulle pour Bitcoin. Et plus largement, d'ailleurs, derrière les innovations financières et technologiques. L'ancien président du Crédit Agricole représente une vision assez classique et institutionnelle de la finance, souvent, malheureusement, réticente ou incapable de saisir la portée d'un actif inédit comme Bitcoin. Mais du coup, quel était le raisonnement derrière une telle prédiction ? Alors, Philippe Brassac pensait que Bitcoin n'avait aucune valeur intrinsèque et qu'il le percevait d'ailleurs comme une bulle spéculative qui était destinée à exploser, à éclater. Sa vision, elle était fondée sur un paradigme très traditionnel où les actifs physiques en fait, sont adossés à une institution centrale ou à un actif physique et donc auraient de la valeur par ce biais-là. Il sous-estimait totalement l'importance de la décentralisation et de la recherche d'alternatives face aux monnaies fiduciaires et au contexte inflationniste. Mais selon vous, alors, quelles seraient les leçons que les dirigeants financiers devraient-ils tirer de cette erreur monumentale ? Parce qu'on peut l'appeler comme telle. Tout à fait. Après, évidemment, ce n'est pas un sujet de personne, ce n'est pas un sujet de Philippe Brassac, mais c'est un sujet de symptômes plus général. Je pense que cette erreur, elle montre la nécessité pour des dirigeants traditionnels de rester ouverts et informés sur les innovations technologiques et financières. Le manque de compréhension peut conduire à des erreurs majeures qui affectent leur crédibilité et par extension la performance tout simplement de leur entreprise. Ça souligne, je pense aussi, l'importance pour les institutions financières d'intégrer des perspectives bien plus diversifiées et technologiques au sein même de leur stratégie. Mais pour vous, Alexandre, du coup, pourquoi Philippe Brassac et d'autres, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas une question de personne, vous venez de le dire, ont-ils tant de mal à accepter le Bitcoin comme un actif légitime ? Pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'ils évoluent dans un environnement réglementé, centralisé et extrêmement contrôlé. Et de surcroît, en France, l'industrie bancaire, c'est un oligopole. Et les oligopoles ne sont pas réputés pour favoriser l'innovation, malheureusement. Bitcoin, par nature, c'est tout l'inverse. C'est décentralisé, ça remet en question les fondements sur lesquels ces dirigeants ont bâti leur expertise. Et donc, ils lisent avec ce biais-là. Son adoption à Bitcoin implique une remise en question profonde du fonctionnement même du système financier traditionnel, ce qui peut être perçu comme menaçant pour, par exemple, M. Brassac, qui est donc en position de conflit d'intérêts. Bitcoin a pour objectif de court-circuiter le système bancaire en permettant la détention en propre dans le monde numérique sans intermédiaire. Et donc lui, ça l'a conduit à adopter une vision qui en fait valide ses propres biais. Alors du coup, cette prédiction manquée dont on parlait il y a un instant, pourrait-elle avoir des conséquences concrètes sur les institutions financières ? Oui, absolument. De telles erreurs peuvent conduire à un retard stratégique significatif. Et au-delà de la société, de l'entreprise, Crédit Agricole, ça fait prendre un retard monumental à la France qui rate un virage technologique. Saviez-vous par exemple que Crédit Agricole, dont on parle, la plus grande banque de détail en France, eh bien, elle a 2 fois moins de clients que Coinbase, qui a pourtant été créé il y a seulement 15 ans. Donc pendant que des acteurs traditionnels résistent, essayent d'arrêter l'inarrêtable, eh bien d'autres, plus innovants, souvent américains malheureusement, prennent une avance décisive. Mais alors, du coup, comment les dirigeants financiers peuvent-ils mieux anticiper ces évolutions technologiques et financières majeures ? Comme Internet, Bitcoin est inarrêtable. Donc la question que les banques et les institutions financières devraient se poser n'est plus de savoir comment ralentir Bitcoin. Ce n'est plus une question pertinente, mais plutôt quelles sont les opportunités que cette nouvelle situation va créer pour elles. Et ici aussi, les Américains n'ont pas attendu que cette nouvelle, n'ont pas attendu que les banques outre-Atlantique, elles proposent déjà ce genre de service d'acheter, par exemple, de conserver du Bitcoin pour le compte de leurs clients. Alors, on peut espérer qu'en France, eh bien, cette situation changera bientôt. Évidemment, c'est un message pour le nouveau président du Crédit Agricole, Olivier Gavalda. Eh bien, votre message est passé. Merci Alexandre pour cette analyse et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que... Ça veut dire que vous repartez avec 1 an de garantie Toyota Relax. Allez. Un entretien est égal à 1 an de garantie, tout simplement. Même si vous êtes jamais venu chez nous. Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac. Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'1 an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion. Vous êtes fort en maths? Ça va. Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'aux 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dé de terre matin. Voir conditions sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Oh là là, décidément, il n'y a plus de saison. Sauf chez Biocop. Parce que dans tous nos magasins, 100% de nos fruits et légumes sont bio et 100% de saison. Biocop s'engage pour vous permettre de choisir vos produits les yeux fermés. Et sans compromis sur la qualité ou la santé. Comme ça, la seule question à se poser, c'est ce que vous allez manger ce soir. Et puis, si vous êtes en panne d'idées, nos tomates anciennes, origine France et savoureuses sont au prix engagé de 4,50 € le kilo. Biocop. Opération valable du 19 au 23 juin dans les magasins Biocop participants. Et retrouvez nos engagements sur biocop.fr. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster et vivre le grand frisson en sautant dans une tornade. Vous affronterez le tumulte des rapides au cœur des Bermudes avant une descente vertigineuse. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Réveillez l'aventurier qui est en vous. Réservez sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Consultez futuroscope.com. Vous n'étiez pas passé à l'électrique. Vous n'aviez pas encore essayé la voiture mondiale de l'année. Nouveau Kia EV3, jusqu'à 605 km d'autonomie. À partir de 357 € par mois, jusqu'au 30 juin, sans apport. Kia EV3 autonomie standard hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 357 € TTC hors assurance facultative. Offre particulier si accord Kia Finance. Cycle WLTP sur version 81,4 kWh. Conditions sur kia.fr. Pensez à covoiturer. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos nectarines Origine France ont tout d'une très bonne nectarine. Savoureuses et sucrées, elles vous donneront l'occasion d'étaler votre meilleure astuce avec un « Ah, moi j'infuse les pots de nectarines dans mon thé, c'est divin ». Oui, vraiment, nos nectarines ont tout d'une très bonne nectarine, mais à prix discount. 2,49 € seulement la barquette de 1 kg. Oui, 2,49 €. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, variété à chair jaune ou blanche, issue de verger éco-responsable, offre valable jusqu'au samedi 21 juin, info sur aldi.fr. Bienvenue sur Sud Radio, il est presque 19h. Parlons vrai. Le flash avec Arthur Rib. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Donald Trump reste évasif sur d'éventuelles frappes américaines sur l'Iran. Le président affirme être entré en contact avec les autorités iraniennes sans plus de précision, alors que Téhéran a encore été cible de nombreuses frappes israéliennes aujourd'hui. Un bâtiment du Croissant Rouge iranien a notamment été détruit. De son côté, Emmanuel Macron convoque un conseil de défense à l'Elysée. Principale problématique à l'ordre du jour, le sort des ressortissants français dans la région. Le ministère des Affaires étrangères appelle les